Vous écoutez le podcast de l'Institut du genre en géopolitique, think tank qui adopte le prisme du genre pour analyser les relations internationales. Nous sommes Déborah Rouache et Alice Apostoli. Et tous les mois, nous échangeons avec des personnes de toutes spécialités afin de mieux appréhender les dynamiques de genre dans les sociétés mondiales. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de l'Institut du genre en géopolitique. Nous sommes en présence de Julia et Marion. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Ce sont deux femmes féministes de 25 ans qui ont fondé Bastaya, un projet qui remet au cœur du débat les voix de celles et ceux qui se battent au quotidien pour le droit à l'avortement en Amérique latine. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les droits reproductifs et sexuels dans le monde, et plus particulièrement en Amérique latine. Nous avons pu constater une effervescence mondiale au cours de ces derniers mois autour de la question du droit à l'IVG, un droit fondamental qui génère l'affrontement de forces contradictoires. Pour notre première question, nous aimerions savoir si vous pouvez nous faire un état des lieux rapide de l'accès à l'avortement dans le monde. Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de l'invitation. C'est chouette pour nous de pouvoir parler droit à l'avortement avec vous. On va peut-être commencer par donner quelques chiffres clés sur l'état faire un état en fait du droit à l'avortement dans le monde aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, environ une grossesse sur 5 en fait est interrompue volontairement. Et en fait, parmi ces avortements, il y en a environ 1 sur 2 qui est à risque. Et en fait, un avortement à risque, souvent, c'est aussi synonyme d'avortement clandestin. Et un avortement clandestin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est réalisé dans de mauvaises conditions sanitaires. Donc, par exemple, parce que le personnel de santé qui l'exerce ou le réalise est non qualifié. Ou parce que l'avortement est réalisé dans de mauvaises conditions d'hygiène, ou parce que la grossesse est trop avancée, par exemple. Et en fait, ces avortements-là ont pour conséquence une mortalité en fait maternelle très élevée. Et en fait, ils représentent environ 13% de la mortalité maternelle dans le monde. Pour un peu plus clarifier sur les différents cadres législatifs qu'on peut avoir relatifs au droit à l'avortement selon les pays dans le monde, il y a tout d'abord des pays dans lesquels l'avortement est accessible sur demande, c'est-à-dire que la femme ou la personne enceinte qui souhaite avorter peut le faire sans condition. C'est souvent assorti de délais, c'est-à-dire qu'on peut avorter dans un cadre restreint d'un point de vue temporel, c'est-à-dire ne pas dépasser un certain nombre de semaines. Donc il y a des pays c'est 12 semaines, d'autres 14, ça peut aller jusqu'à 24 semaines dans certains cas, voire sans délai pour dans certaines conditions comme en cas de viol par exemple dans certains pays. Il y a de nombreux pays aussi où l'avortement est accessible, légal, mais selon un régime qu'on appelle de causalité, c'est-à-dire pour des conditions très très particulières et restreintes. Par exemple, si la personne enceinte a des soucis de santé ou s'il y a un risque pour sa vie lié à la grossesse. Il y a également d'autres conditions qui sont plus de l'ordre socio-économique, ou également si il y a une malformation du fœtus, ou si la personne qui est enceinte a été victime d'un viol ou d'un inceste. Il y a un ensemble de conditions qui peuvent donner accès droit à l'avortement, mais ce sont des conditions restreintes. Et en fait, l'avortement il est limité dans plus de 2 tiers des pays dans le monde. Et enfin, il y a des pays où l'avortement est totalement interdit, c'est-à-dire c'est environ 68 pays en 2016 selon l'INED. Et à propos de tout ça, j'aimerais bien faire une clarification, ou plutôt soulever un point qui est important à notre sens, c'est que le fait que l'avortement soit légal ou qu'il soit autorisé sur le plan législatif ne veut pas forcément dire qu'il soit accessible, parce qu'il faut bien différencier le droit réel du droit formel, et de dire que ce n'est pas parce qu'un cadre législatif autorise l'avortement que certaines conditions autres que législatives ne peuvent pas aller de manière contraire à ce droit en fait, par manque d'information, par manque d'investissement public, etc., etc. Donc très rapidement, pour aller un peu plus précisément en profondeur sur les différents continents, il faut savoir qu'en Europe, la majorité des cadres législatifs autorisent généralement l'avortement, à part quelques exceptions. Donc l'avortement est totalement interdit, par exemple à Malte,
ou encore sur le territoire du Vatican. Il est également très restreint. Donc en Pologne, c'est un peu l'exemple qu'on a suivi ces derniers temps, avec une forte mobilisation des Polonaises. En Pologne, en fait, l'avortement est uniquement accessible en cas de viol ou d'inceste ou de danger pour la vie ou la santé de la personne enceinte. Et jusqu'à pas très longtemps, il était autorisé en cas de malformation du fœtus. Et en fait, il vient d'être interdit pour cette causalité-là. En dehors de l'Europe, il y a des législations qui sont plutôt très libérales en Amérique du Nord et dans l'Océanie. Même si c'est important de souligner que la dépénalisation de l'avortement en Nouvelle-Zélande date que de 2020, et aussi qu'il y a de nombreux États donc américains, donc des États-Unis, qui limitent l'accès à ce droit. Par exemple en mettant en place des nombreuses restrictions, type demander un accord parental pour pouvoir avorter, ou interdire ça, ou des cas où certaines procédures sont interdites. Et il y a même des États aux États-Unis où l'avortement est interdit, donc par exemple l'Alabama, la Géorgie ou l'Ohio par exemple. Et ce, alors même en fait que aux États-Unis, il y a un arrêt de la Cour suprême de 73 qui est censé légaliser l'avortement sur l'ensemble du territoire américain. Je vais continuer ce bref tour du monde du droit à l'avortement qu'a entamé Julia. Alors, en Asie, il faut savoir que l'avortement est autorisé à la demande dans un tiers des pays. Le dernier en date, c'est la Thaïlande en 2020. Et il est, entre guillemets, uniquement interdit complètement dans 2 pays, c'est les Philippines et le Laos. Et au niveau des actualités, on a la Corée du Sud qui est sur un projet de loi de légalisation de l'avortement jusqu'à 14 semaines, qui a été présenté en octobre dernier. Pour ce qui est du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'avortement est légal sur demande en Turquie et en Tunisie. Il est autorisé sous condition dans un nombre restreint de pays, donc des conditions qui sont diverses. Mais même dans les pays où il est autorisé ou autorisé sous condition, dans les faits, l'avortement est très difficile d'accès. Par exemple, en Turquie, dans la Turquie d'Erdogan, la pratique de l'avortement, alors même que c'est légal, elle a quasiment disparu des hôpitaux publics. Et Erdogan considère d'ailleurs l'avortement comme un meurtre. Dans le reste de l'Afrique, l'avortement est légal seulement en Afrique du Sud et au Cap-Vert et au Mozambique. Et même dans ces pays, encore une fois, très peu de femmes accèdent vraiment à un avortement sécurisé. Et il est totalement illégal au Congo, en Égypte, en Guinée-Bissau ou encore à Madagascar. Pour terminer ce tour des continents, je vais vous parler, juste vous donner un chiffre pour l'Amérique latine parce que je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais donc en Amérique latine, il y a seulement 10% des femmes qui vivent dans des pays où l'IVG est autorisé sans condition. Et ce chiffre de 10%, il vient d'augmenter puisque c'était 3% avant la récente dépénalisation en Argentine. Et dans quelle mesure la lutte pour le droit à l'avortement fait partie intégrante de la lutte féministe ? En fait, ça nous semble évident que le droit à l'avortement fasse partie de la lutte féministe parce que donc c'est un droit fondamental qui est donc fait partie des droits sexuels et reproductifs et qui est lié en fait à la réalisation d'autres droits, c'est-à-dire que si une femme ne peut pas disposer librement de son corps, il y a plein d'autres droits fondamentaux qu'elle est censée avoir. Qu'elle ne peut pas exercer en fait. Par exemple le droit à l'éducation, le droit à une insertion économique de qualité, c'est-à-dire pas à travers des emplois précaires par exemple, l'exercice de ses droits politiques. En fait, il y a beaucoup de droits qui dépendent de ce droit un peu préliminaire en fait à disposer librement de son corps. Donc c'est pour ça que tout est interconnecté et que le droit à l'avortement c'est un droit fondamental pour l'avancement de la lutte féministe. Une deuxième peut-être raison à invoquer, c'est que la négation du droit à l'avortement, selon nous, elle est symptomatique en fait de l'emprise exercée sur le corps des femmes et leur sexualité dans le cadre de la société patriarcale dans laquelle on vit, et que c'est aussi symptomatique en fait du rôle reproducteur qu'on assigne aux femmes. Et du coup, c'est pour ça que lutter pour le droit à l'avortement, c'est lutter contre la société patriarcale et lutter de manière féministe. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Julia et peut-être pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, ça me fait penser à ce qu'une des militantes qu'on a interviewée, Émilie Guzman, une militante mexicaine, nous a dit que la négation du droit à l'avortement, je cite, s'intègre dans la violation systématique des droits sexuels et reproductifs des femmes. Et donc en fait, la lutte pour le droit à l'avortement, elle s'inscrit directement dans la lutte féministe, dans la lutte contre le patriarcat, contre les violences sexistes et sexuelles, et pour le droit des femmes à disposer de leur corps sans entrave et sans stigmatisation.
Vous abordiez dans un article le droit à l'avortement en 2019 dans Le Monde en posant la question suivante, un pas en avant, 3 en arrière. Vous donniez des chiffres parlants. Seulement 55 pays dans le monde autorisaient l'avortement sans condition et 41% des femmes de la planète vivaient dans des pays où l'accès à l'avortement est limité. Qu'en a-t-il été en 2020, notamment dans le contexte pandémique ? Effectivement, je pense que c'est un peu difficile de faire un aperçu concret de 2020 parce que ça a été fortement impacté par la pandémie et donc on peut pas forcément savoir ce qu'il en aurait été dans d'autres conditions. En tout cas, ce qu'il est sûr, c'est que la pandémie a eu de nombreux impacts et donc peut-être commencer par deux petits chiffres, un chiffre qui a été sorti, que l'ONU a fait paraître au tout début de la pandémie, enfin c'était fin avril, qui donc attestait que plus de 47 millions de femmes pourraient perdre l'accès à la contraception sous l'effet de la pandémie, ce qui entraînerait plusieurs millions de grossesses non désirées chaque mois, et ça a forcément des implications en termes d'accès au droit à l'avortement et du fait de montrer que c'est d'autant plus nécessaire d'avoir accès à l'avortement dans les conditions qui sont celles qu'on connaît actuellement. Et en fait, pour lier ce qui s'est passé en 2020 avec le contexte pandémique, ce qu'on a pu constater, c'est que de nombreux gouvernements, plutôt conservateurs, ont en fait profité du contexte pandémique pour remettre en cause le droit à l'avortement en faisant passer l'avortement pour un service non essentiel. Ça a été notamment le cas aux États-Unis. Donc il y a de nombreux gouverneurs qui ont profité de la pandémie pour suspendre des services d'IVG. Donc ça a été le cas au Texas, au Mississippi ou dans l'Ohio, pardon. Donc plus proche de nous en Europe, on a bien vu ce qui s'est passé en Pologne où pareil en fait les gouvernements conservateurs et aussi au plus haut niveau en fait des pouvoirs judiciaires de l'État ont fait en sorte de restreindre l'accès à l'avortement, donc avec le tribunal constitutionnel en Pologne qui s'est prononcé pour l'interdiction de l'avortement en cas de malformation du fœtus, et aussi pour faire le lien avec l'Amérique latine. Donc là c'est un petit teaser d'un podcast qu'on a tourné mais qui n'est pas encore sorti, qui a été tourné avec donc Tamara, qui est une militante uruguayenne pour le droit à l'avortement. Et donc en Uruguay, c'est un des seuls pays du continent où l'avortement est légalisé. Il est légal depuis 2012 sans condition, sauf qu'en fait ça fait il me semble 1 ou 2 ans que un nouveau gouvernement a été élu en Uruguay, donc un gouvernement conservateur de droite, si ce n'est d'extrême droite, et qui a parlé en fait cette année mettre en place une politique de, je cite, désestimulation de l'avortement, de manière à ralentir entre guillemets le rythme des avortements qui sont réalisés en Uruguay depuis la légalisation. Donc tout ça s'est fait aussi cette année sous l'influence de la pandémie, qui a facilité en fait la prise de mesures de ce type ou de discours de ce type. Et en Europe aussi, on a pu voir des phénomènes vraiment préoccupants, donc notamment liés à la fermeture des frontières, qui a empêché en fait certaines femmes de voyager pour pouvoir accéder à une IVG. Donc par exemple, c'est le cas de femmes italiennes ou de femmes de l'île de Malte qui voyagent dans certains pays d'Europe où l'avortement est plus aisément accessible, et dont la fermeture des frontières a empêché en fait d'avoir accès à l'avortement. Mais c'est aussi le cas pour des femmes françaises, parce qu'on sait aujourd'hui que de nombreuses Françaises vont avorter en Belgique quand les délais sont dépassés. Et en fait, il y a quand même des États qui ont réagi, donc la France notamment, sous l'influence d'organisations de la société civile, donc par exemple du planning familial en France, qui ont mis en évidence très très rapidement le risque que représentait le confinement, le risque que représentait la fermeture des frontières pour l'accès à l'IVG. Et donc on a pu obtenir des mesures d'urgence en France, donc par exemple l'augmentation des délais pour pouvoir pratiquer une IVG médicamenteuse de chez soi. Ça c'est des choses qui font souligner quand même, et qui ont été un peu des choses quand même positives qui se sont passées dans ce contexte pandémique en 2020. Il y a aussi d'autres signes d'espoir qu'on peut citer rapidement, donc la Thaïlande où l'avortement a été légalisé. Il y a le Rwanda où 50 femmes qui étaient emprisonnées pour avoir avorté ont été libérées. Il y a aussi au Salvador, donc le cas un peu très fort et symbolique de la lutte pour le droit à l'avortement au Salvador. Il y a Elvin Fernandez, qui était une femme qui avait été emprisonnée en fait non pas pour avoir avorté, mais elle était accusée en fait d'avoir réalisé un homicide involontaire.
Parce que peut-être qu'on en parlera plus tard, mais les femmes au Salvador sont accusées en fait d'homicide involontaire quand elles ont fait une fausse couche ou qu'elles ont avorté. Donc c'est des peines encore plus lourdes en fait que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc elle a été acquittée après de nombreuses années de lutte juridique. Voilà, quelques points à souligner qui se sont passés en 2020 et qui sont quand même encourageants malgré le contexte pandémique. Quels sont les obstacles principaux à l'accès à l'avortement ? Pouvez-vous nous parler plus particulièrement de la clause de conscience qui s'érige si souvent en obstacle à l'IVG jusque dans les pays où elle est autorisée ? Les obstacles à l'accès à l'avortement, ils sont nombreux. Donc, ils sont tout d'abord législatifs. Donc, on en a parlé au tout début. Donc, quand j'ai pu présenter les différents cadres législatifs qui existent en lien avec l'avortement. Donc, il y a des cas législatifs qui autorisent l'avortement, qui le prohibent totalement ou qui l'autorisent dans certaines conditions. Et il y a aussi des lois qui autorisent l'avortement, mais qui mettent en place des barrières, en fait, qui viennent en limiter l'accès. Donc, par exemple, le fait que les délais pour réaliser un avortement soient trop courts. Par exemple, aux États-Unis, il y a une autorisation de l'avortement dans certains États jusqu'à 6 semaines de grossesse. Souvent, à 6 semaines de grossesse, une personne enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Donc, par exemple. Il y a aussi des cas législatifs dans lesquels il faut avoir une autorisation parentale si la personne est mineure, ou une autorisation administrative. Il y a aussi des cas où, par exemple, si la personne veut avorter suite à un viol, elle doit porter plainte. Elle doit suivre un processus médical où elle doit aller à 1-2 consultations avec différents médecins. Voilà, tout ça constitue des obstacles d'ordre législatif. Après, on pourrait parler des obstacles un peu plus d'ordre financier. À la fois au niveau individuel, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas les ressources suffisantes pour avorter. Donc ça, c'est notamment le cas dans les pays où l'avortement est illégal et que ce ne sont que les personnes qui disposent d'une certaine ressource financière qui peuvent se permettre entre guillemets d'avorter illégalement, donc dans des cliniques privées de manière illégale ou de voyager dans un autre pays. Ou aussi les barrières financières qui sont plus liées au sous-investissement par les États qui vont légaliser l'avortement mais qui ne vont pas mettre en place les conditions nécessaires pour que ces avortements aient lieu, parce qu'ils n'investissent pas dans les hôpitaux publics, dans les services d'IVG, etc. C'est le cas de la France, par exemple, où de nombreux services d'IVG ont fermé ces dernières années. Il y a encore d'autres barrières à l'accès qui sont liées au manque d'accès à l'information, parce que par exemple on interdit d'organiser des campagnes de publicité sur l'IVG. Il me semble que c'est le cas au Chili où l'avortement est légal sous condition, mais où on n'a pas le droit de faire de campagne de publicité ou d'information. En fait, c'est même pas de la publicité, c'est de l'information pour savoir comment accéder à l'IVG. Ou plutôt encore pire, on pourrait dire des campagnes de désinformation. Qui sont faites par exemple par les mouvements anti-choix, qui ont une puissance de frappe extrême en fait sur Internet, qui sont très 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 actifs et qui sont performants en fait, qui arrivent par exemple en tête des recherches Google quand on tape IVG. En fait, il y a des sites anti-choix qui sont très très bien placés, très bien référencés en fait. Donc voilà pour les quelques barrières. Les nombreuses barrières, pardon. Il y a aussi des barrières qui sont plus insidieuses entre guillemets et qui sont pas forcément liées à des choses très matérielles, mais plutôt au contexte socio-culturel et aussi par exemple au contrôle social qui peut être lié au fait d'avorter dans certaines communautés ou dans certaines zones, par exemple en zone rurale. Et donc là, je pense notamment au Salvador où en fait la société est encore aujourd'hui plutôt très conservatrice et opposée en fait. À la légalisation de l'avortement. Et donc tout ça aussi, le socio-culturel, c'est aussi énormément lié à l'influence de la religion. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Julia, donc il y a toutes ces barrières et j'aimerais souligner aussi que l'accès à l'avortement n'est pas le même dans un même pays pour des femmes aux identités différentes. C'est important d'avoir une lecture intersectionnelle de la situation. Pour citer une des militantes avec qui on a échangé, Yoshi Leban, qui est une militante salvadorienne qu'on a interviewée pour le 2e épisode de Bastaya. Donc je commence la citation. Pour une femme noire, une femme lesbienne ou une femme issue d'un milieu pauvre, la réalité est totalement différente que pour une femme qui a accès à l'éducation, qui vit dans une ville et qui a un accès géographique au système de santé. Donc c'est important de noter que ces barrières, elles se cumulent pour suivant l'identité des personnes. Et par exemple, pour nous prendre qu'un seul exemple, pour des personnes jeunes,
L'accès à l'avortement sécurisé, il est encore plus difficile du fait de leur dépendance financière, de leur vulnérabilité aux violences sexuelles ou encore du tabou entourant la sexualité des adolescentes. Et en plus, il faut noter qu'elles sont les premières victimes des restrictions du droit à l'avortement, que ce soit à cause des grossesses précoces et ou non désirées qui mettent en danger leur santé, leur éducation ou leur intégration socio-économique. Peut-être dernier point, puisque vous l'avez abordé, que c'est en effet un obstacle majeur, c'est la clause de conscience. Il faut savoir que de nombreux pays, même des pays dans lesquels le droit à l'avortement est autorisé, c'est des pays qui peuvent parfois permettre aux professionnels de santé de refuser de pratiquer des avortements, que ce soit par conviction personnelle, religieuse ou morale, par exemple. Et donc ça, c'est ce droit à l'objection de conscience, on peut le retrouver très pratiqué en Europe, dont en France, mais aussi en Afrique, en Amérique latine ou aux États-Unis. Et c'est vraiment un des obstacles majeurs dressés par les sociétés conservatrices qui entravent l'accès réel des femmes à des services médicaux légaux et qui les empêche d'accéder à ce droit, et alors même que ce devrait être aux personnes enceintes de décider en toute conscience d'exercer leur droit fondamental à disposer de leur corps. Et malheureusement, on retrouve trop souvent cette objection de conscience, notamment dans des pays où l'accès légal est déjà très restreint, et ça vient compliquer encore les procédures. Peut-être pour vous citer un exemple, au Mexique, où l'avortement est légal sur tout le territoire en cas de viol, même si au niveau, vu que c'est un pays fédéral, il y a des législations qui sont différentes suivant les États, mais en cas de viol, on peut avorter dans tous les États. Pour clore ma réponse, j'aimerais citer Mini Guzman, qui est donc la militante féministe mexicaine avec qui on a échangé. Je commence la citation. « Et si le seul médecin du centre ou l'institution de santé est objecteur de conscience, que se passe-t-il ? Il place ce droit d'objection de conscience avant le droit des femmes, des adolescentes, des jeunes filles, voire des enfants. » Voilà, pour la clause de conscience. Merci. Justement, plus particulièrement en Amérique latine, l'année 2020 et ce début d'année 2021 ont été décisifs, avec notamment l'élection du président argentin Alberto Fernandez et la légalisation de l'IVG dans le pays, comme vous l'avez évoqué précédemment. Pouvez-vous nous dépeindre la situation actuelle concernant le droit à l'avortement dans cette région ? Alors oui, je vais peut-être commencer par vous faire un très rapide état des lieux qui viendra compléter celui qu'on a commencé au début de ce podcast. Donc sur la situation législative de la région. Donc on a aujourd'hui environ 10% des latino-américaines qui vivent dans des pays où l'avortement est totalement légal. Ce chiffre, il a changé grâce à la dépénalisation totale de l'avortement en Argentine le 30 décembre 2020. En dehors de l'Argentine, aujourd'hui, l'avortement est autorisé sans condition aussi à Cuba, en Uruguay, comme le disait Julia, depuis 2012, à Guyana, en Guyane française et à Puerto Rico. Il est totalement interdit au Salvador, au Nicaragua, en Honduras, à Haïti et en République dominicaine. Et pour le reste des pays, donc c'est sous condition. Et un des exemples qu'on voulait vous citer, c'est celui du Salvador, on a beaucoup échangé sur la situation du Salvador avec deux militantes, Sarah Garcia Gross et Yoshi Leban. Julia vous a déjà un peu parlé de cette situation extrême, où l'avortement est illégal quelle que soit la raison depuis 1997 et où le droit à la vie dès le moment de la conception est même reconnu dans le cadre du code pénal, où, comme vous le disiez Julia, les avortements spontanés ou fausses couches peuvent donner des lieux à des condamnations jusqu'à 30 à 50 ans de prison, et où on a aujourd'hui encore 18 femmes qui sont en prison au Salvador pour avoir avorté ou pour avoir fait une fausse couche, même si, grâce aux fortes mobilisations féministes, plusieurs femmes ont été libérées de prison ces dernières années. Oui, juste pour souligner aussi que les femmes salvadoriennes qui sont emprisonnées le sont dans des conditions innommables, en fait, avec des prisons qui sont surchargées et voilà, dans des conditions extrêmes. Tout à fait.
Donc voilà, enfin, ça rajoute en fait à l'horreur et de ce que ça représente déjà pour une femme d'être emprisonnée alors qu'elle a exercé en fait son droit à disposer de son corps, ou même qu'elle n'a même pas forcément exercé ce droit, mais qu'elle a simplement fait une fausse couche, quoi. Alors sur une note quand même un peu plus positive, même beaucoup plus positive, sur les avancées un peu majeures qu'a connu le continent l'année dernière, où là aussi en ce tout début d'année. Donc on va pas reparler de l'Argentine, même si ça fait extrêmement plaisir d'en reparler, mais l'avortement a été légalisé sans condition en Argentine à la toute fin de cette année, le 29 décembre c'était. Et en parallèle, donc là ça c'était en 2019, mais c'est quand même une avancée récente. Au Mexique, il y a l'avortement qui a été légalisé sans condition dans l'État d'Oaxaca. Donc c'est un État du Mexique qui est à forte composante indigène et qui est très pauvre en fait. Donc voilà, c'était quand même une avancée majeure de 2019, et c'était le deuxième État après la ville de Mexico à avoir légalisé l'avortement sans condition au Mexique. Une autre avancée majeure, ou plutôt, enfin, une avancée majeure qui se dessine, c'est celle du Chili. Au Chili actuellement, il y a un projet de loi qui est discuté au Parlement, enfin l'équivalent du Parlement chilien, pour en fait légaliser l'avortement sans condition, parce qu'en fait actuellement au Chili en fait l'avortement est légalisé sous certaines conditions, donc depuis 2017. Alors qu'avant il était totalement interdit, mais en fait les militantes et les associations sur place ont constaté que au final la loi était très peu mise en œuvre. Enfin déjà la loi de 2007 est très restrictive en fait. Il y a seulement 3 circonstances dans lesquelles l'avortement est légal. Les délais pour avorter sont très courts. Il faut obligatoirement qu'un tiers puisse intervenir dans la prise de décision, enfin etc. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles en fait, et le cadre est très restrictif dans le cadre de cette loi, et ce qui fait qu'en fait il y a toujours 97% des Chiliennes qui n'ont de fait toujours pas accès à l'avortement malgré la loi de 2017. Donc c'est pour ça qu'il y a ce projet de loi là qui a été présenté, ou plutôt cette proposition de loi, parce qu'elle émane pas du gouvernement, qui est conservateur, et du coup ça pose quand même la question de savoir si ça va pouvoir aboutir, mais bon, c'est une perspective pour cette année, et on espère que l'exemple argentin pourra en inspirer les gouvernements des autres pays du continent. Et aussi sur une touche positive, l'avortement a été dépénalisé en Haïti l'année dernière. Donc voilà pour ça, et peut-être au-delà des avancées, malheureusement quelques retours en arrière qui se font sentir. Je pense notamment à l'Uruguay et à ce que Tamara nous avait partagé, donc deuxième teaser du coup. Mais voilà, avec ce risque de retour en arrière, avec ce gouvernement de droite, voire d'extrême droite, et cette potentielle politique de désestimulation de l'avortement, donc c'est quand même à suivre de près. Et au Honduras aussi. Très récemment, donc le Honduras c'est un pays où l'avortement est totalement illégal sous toutes conditions, et en fait ils viennent de faire rentrer dans la Constitution le fait que, ils ont mis en place une disposition dans la Constitution qui rendrait encore plus impossible, en fait, limite impossible, le changement de loi, parce que il faut désormais, il me semble, obtenir la majorité des 3/4 au Parlement pour pouvoir voter une telle loi. Donc en fait, ils ont rendu quasi impossible le changement de loi. Et comment se structure la lutte pour ce droit fondamental en Amérique latine? Quelles sont les spécificités en fonction des pays et quels sont leurs points communs? Alors, je pourrais peut-être pas vous parler des spécificités pour chaque pays, parce que les stratégies et la structure de la lutte au niveau national varient en fonction des contextes politiques, socioculturels ou encore légaux de chaque pays. Mais ce qu'on a pu remarquer en échangeant avec des associations et des activistes latino-américaines, c'est déjà des dynamiques nationales avec un très fort maillage territorial. Comme au Mexique ou en Argentine, où on a des réseaux militants qui sont organisés, structurés, qui sont présents dans chaque État pour le Mexique, dans chaque province pour l'Argentine, par exemple. On a pu remarquer aussi le fait, en termes de structure interne, que les jeunes générations ont parfois largement rallié les plus vieilles générations dans la lutte. Par exemple, en Argentine, en apportant des stratégies et des leviers de communication plutôt innovants. Au niveau plutôt régional, on a remarqué des dynamiques, des processus de consolidation du mouvement féministe latino-américain, comme par exemple des rencontres, comme El Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe.
On peut aussi citer les abortélix dont nous a parlé donc Tamara Savio-Abrakinsas que tu évoquais, Julia, qui disait participer à des rencontres où des militantes uruguayennes, chiliennes, argentines échangent sur la situation de l'avortement dans chaque pays. Et donc on a vraiment des mouvements féministes nationaux qui échangent les uns avec les autres, qui s'inspirent les uns des autres, qui se soutiennent et qui s'entraînent. Avec la pandémie, ces synergies se sont adaptées et les rencontres, les échanges physiques ont été réalisés en ligne plutôt grâce au digital. Et peut-être vous parler aussi de ce que Natalia Mira, qui est la militante argentine avec qui on a échangé lors du premier épisode du podcast Bastaya, elle évoquait la marea verde ou la vague verte, donc une vague féministe qui traverse l'ensemble de la région pour demander l'avortement légal, sûr et gratuit sur l'ensemble du continent. Pour ne citer qu'un exemple pas si anecdotique que ça, c'est le foulard vert qui à la base était porté initialement par les militantes pro-avortement argentines et qui se retrouve maintenant au bras, au sac à dos et au cou de militantes chiliennes ou encore mexicaines. Et le fait que la récente victoire argentine donne de la force aux autres mouvements et on espère qu'il impulsera la dépénalisation de l'avortement dans les autres pays du continent, quand ça ne l'est pas déjà. Pour nos dernières questions, nous allons faire un tour du côté de l'Europe. La lutte pour le droit à l'avortement en Europe relève-t-elle d'enjeux différents que celles sur d'autres continents, notamment l'Amérique latine? Et au sein même de l'Europe, les enjeux sont-ils les mêmes entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, par exemple? Je pense que c'est important de dire tout d'abord que l'enjeu fondamental, il reste le même pour toutes les personnes qui sont susceptibles de tomber enceintes, c'est-à-dire de pouvoir disposer librement de son corps. Donc qu'on soit une femme française, une femme italienne, une femme vietnamienne, une femme salvadorienne, c'est pareil. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'enjeu il est le même, il est partagé. Et c'est ce qui fait vivre la sororité internationale aussi. Voilà, d'avoir ce lien et d'avoir cet impératif pour toutes les personnes pouvant tomber enceintes. Après, si on devait faire une distinction, je pense que il est vrai qu'en Europe aujourd'hui, dans la majorité des pays, le droit à l'avortement est acquis, entre guillemets, c'est-à-dire que les cadres légaux permettent à la majorité des femmes d'avorter, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des risques de retour en arrière. On l'a vu très fréquemment en Espagne. On le voit aussi en Italie où malgré le droit formel, la traduction concrète du droit à l'avortement est soumise à de nombreux obstacles du fait de l'objection de conscience dont parlait Marion tout à l'heure. Il me semble que en Italie c'est 80% en fait des médecins, du personnel médical qui est objectrice de conscience. Donc voilà, c'est important de souligner ça, peut-être cette différence entre le droit réel et le droit formel, même si les différences entre droit réel et droit formel se posent également en Amérique latine. Mais peut-être que c'est plus prégnant en Europe parce qu'on pourrait penser que le droit réel le droit formel est acquis. Mais c'est pas forcément toujours le cas. On le voit en Pologne aujourd'hui, on le voit dans des pays comme Malte où l'avortement est illégal, quelle que soit la condition. Donc non, je dirais que certes il y a des distinctions, mais que il y a avant tout un combat global en fait qui peut être remis en cause à tout moment et qui est particulièrement remis en question aujourd'hui. Et ça me fait penser à cette tribune, pas tribune, mais il y avait une alliance de plusieurs pays à l'ONU qui avaient signé une sorte de tribune commune en disant qu'ils étaient, en marquant leur opposition au droit à l'avortement. Donc voilà, je pense que c'est quand même global et que voilà, il y a des liens à faire même s'il y a des différences à mettre en avant. Oui, tout à fait. Et que l'enjeu en fait c'est le même, c'est se mobiliser, continuer à lutter pour les droits des femmes, les droits des personnes à disposer de leur corps et faire réseau et créer cette sororité aussi internationale, interrégionale pour faire avancer les droits des femmes dans le monde entier et en particulier le droit à l'avortement. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet échange. Merci beaucoup Julia et Marion d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup.
Merci à vous. Nous remercions également celles et ceux qui nous écoutent. Et nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet ig-geo.org pour retrouver l'ensemble des productions que nous proposons. Nous vous disons à bientôt pour le prochain épisode.